Yo, après 2 semaines de vacances, je reviens en force avec un nouveau top sur le Chevalier d'Or, mais cette fois-ci sur ceux de The Lost Canvas. Comme la dernière fois, je précise qu'il ne s'agira pas d'un top de puissance, mais d'un tout. Un classement purement subjectif reposant sur le charisme et l'histoire de chaque personnage. Je repose les bases parce que la dernière fois je me suis fait quelque peu prendre par le callback pour des questions de débat de puissance. Je suis d'ailleurs d'accord avec la plupart de ces commentaires. La plupart des chevaliers peuvent gagner contre leurs frères, selon les conditions du combat. Aussi, je vous incite à me dire votre propre top de chevalier dans les commentaires. Que ce soit par puissance ou comme moi, un top un peu plus personnel. Je précise également que pour ce classement, je ne parlerai pas des Tom Chronicles, car je pense qu'ils méritent une vidéo à eux seuls, et aussi parce que je les ai pas tous lus et je m'en excuse. Sur ce, attaquons-nous au sujet du jour. S'il est bien un chevalier qui a été une déception dans ce spin-off, c'est bien Chion du Bélier. Il est l'un des 2 Goldsins de cette époque que l'on a découvert dans l'œuvre originale. On savait à l'avance qu'il allait survivre à cette guerre et devenir le grand pop. Toutefois, dans cette œuvre, l'accent est plus mis sur les nouveaux Golds et leur mort héroïque. Chion est donc globalement absent. Il assiste au sacrifice d'Albafica et voit également le dernier soupir de Manigoldo. Il est montré comme un saint empli d'amour et de sagesse, mais ne brille jamais vraiment, mis à part dans son combat contre Luné. Heureusement qu'il a eu droit à 2 Tom Chronicles pour étoffer un peu plus son personnage, mais ici ça ne rentre pas en compte. Et comparé aux légendes que l'on va voir, il ne jouit ni de l'exposition ni du temps d'écran nécessaire pour faire le poids. Maintenant parlons d'un saint que personnellement je n'apprécie pas particulièrement, mais j'en suis désolé. Cardia est le saint du Scorpion. Il peut augmenter sa température corporelle et celle de son sang. Sa personnalité explosive en fait un personnage charismatique. De plus, il est dévoué à sa déesse et fidèle à son ami Dégel. On le voit uniquement dans l'arc de la recherche de l'Orichalque, dans lequel il affronte Radamante. Et le met fortement à mal et meurt, car il s'était trop embrasé. En effet, sa façon de se battre est handicapante, car il a un cœur fragile, ne pouvant pas résister à son sang bouillant. Je le mets à cette place car ceux du dessus sont tous des chevaliers que j'apprécie énormément, et en raison de son faible temps d'écran et de sa mort qui ne m'a personnellement pas touché, ce chevalier se trouve inéluctablement en bas du classement. Dégel est le chevalier du Verseau, et il est à cette place pour les mêmes arguments que Cardia. Globalement, on voit ce personnage dans un seul arc. Sa personnalité ne m'a pas vraiment touché, et il ne tient, selon moi, pas la comparaison avec les autres saints. Cependant, à la différence de Cardia, sa relation avec Unity est intéressante, et sa mort, je la trouve putain de badass. On sent que dans cet arc, le développement s'est plus axé sur Dégel que Cardia, ce qui fait donc que, par lien logique, je considère le personnage de Dégel plus intéressant que son ami de toujours. Rasgado est quant à lui le chevalier du taureau, et on entre doucement dans les chevaliers qui ont du screen time. En effet, Rasgado a eu plusieurs combats durant lesquels il a montré ses qualités morales. Il est protecteur et sympathique, n'hésitant pas à sacrifier sa vie et ses membres pour la survie de ses compagnons. Il agit comme un grand frère protégeant et guidant la nouvelle génération. Face à Kagao, il n'a pu s'empêcher de passer le combat à essayer de remettre le jeune homme dans le droit chemin au lieu de détruire la menace. Du côté puissance et force de conviction, il n'est pas en reste, et fait montre d'une force herculéenne. Il faudra plusieurs spectres pour en venir à bout, et il aura assez de force mentale pour se crever les oreilles et périra debout, tel Aldébaran, ou Barbe Blanche de One Piece, c'est dire la classe du bonhomme. A la différence de Chion, Doko a été respecté dans cette adaptation. Il est présenté comme le grand frère spirituel et le mentor de Tenma. Il le ramène au sanctuaire et l'entraîne, et se sacrifiera même contre Hades, pour sauver son camarade. Côté combat, c'est très cool aussi, avec notamment cette apothéose contre Kagao. Qui plus est, son côté pur et sanguin nous pousse à nous attacher à lui, et on va pas se mentir, il a un putain de flow. Si on avait été déçu par son développement dans l'Arcades de l'œuvre originale, Teshirogi a su lui rendre ses lettres de noblesse. Aspro est le chevalier des Gémeaux, enfin le prédécesseur et le successeur de son frère Deutéros. Au sanctuaire, les jumeaux sont vus comme une malédiction. Ici l'aîné a eu l'armure d'or et le cadet est devenu un paria. Toutefois, cela n'a pas empêché Aspros d'encourager son frère. Seulement, il a fallu que Yoma vienne corrompre son esprit, en le faisant se retourner contre le pop et Athéna. Mais il fut tué par son frère Deutéros. C'est ici que l'histoire commence. Aspros pactise avec Hadès et devient le gardien d'un de ses temples. Le combat contre son frère est parmi les meilleurs de l'œuvre, et Aspros, retrouvant enfin le droit chemin, fera amende honorable en donnant sa vie contre Yoma. Avec une histoire pareille et son charisme, comment ne pas l'aimer? Il a une des histoires parmi les plus complexes de l'œuvre, un caractère badass et la Galaxian Explosion. Tous les ingrédients sont réunis pour que le personnage plaise, et ça marche. J'avoue que je ne savais pas où placer Asmita dans ce classement, j'ai donc mis au milieu de tableau. D'un côté, il n'a pas eu beaucoup de temps pour briller, mais de l'autre, il a été incroyable dans l'arc qui lui a été consacré. Il nous est présenté comme un chevalier en proie au doute. Il ne sait pas si Athéna est plus juste qu'Hadès dans la guerre en cours. Ainsi, sa loyauté est incertaine. Et dans les enfers, il montrera à Tenma ce qu'est le 7ème sens. Et putain ce que ce combat est badass. Mais surtout, après ça il utilise son sang, pour réparer l'armure de Pégase, finissant par confier la déesse à Tenma, et utilise son cosmos en sacrifiant sa vie afin de créer le rosaire, qui va changer le rapport de force dans la guerre à venir. Il permet au spectre jusqu'ici immortel d'être scellé, et ainsi équilibrer les rapports de force. Juste trop stylé. Albafica des poissons. Ce chevalier est tout aussi iconique qu'Asmita. Je suppose que c'est parce que le début de l'œuvre est iconique. Mais c'est surtout parce qu'Albafica pue la classe. Il a un sang empoisonné, qui lui rend tout contact avec les autres difficile.
Voilà pourquoi il vit en ermite. Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir un grand cœur. Il combattra une armée de spectres allant jusqu'à tuer un juge des enfers, à lui tout seul. Excusez du peu. De plus, ses attaques à base de sang sont extrêmement stylées, et sa mort n'en est que plus mélancolique. Il est parti tôt et a montré à quel point cette guerre allait être meurtrière. Toutefois, il a chèrement vendu sa peau, et a fait très forte impression, ce qui justifie sa place ici. Elcid est le chevalier du Capricorne, et comme la plupart de ses confrères, est une des meilleures versions des chevaliers de sa constellation. Il possède les mêmes pouvoirs que Shura, et a un caractère assez taciturne. Toutefois, ce n'est pas pour cela qu'on le retient. Il a sauvé Sisyphe en se battant seul contre 4 dieux, et ce, avec un bras en moins. Je répète parce que cette information est folle, il a 1v4 des dieux avec un seul bras, et a gagné. Il a poussé son corps jusqu'au bout, à la force de sa détermination pour sauver son ami et aider son camp dans cette guerre. Et de quelle façon, putain, il est juste trop classe, même si certains le trouveront un peu haut. Le petit Régulus est le chevalier du lion, et celui qui divise le plus les fans. En effet, il a une bonne gueule et un caractère shonen, mais son évolution est largement contestée. Régulus jouit de très bons combats, notamment contre Violette et Radamante, mais il est beaucoup trop cheaté. Dans l'œuvre originale, 3 Gold Saints sont nécessaires pour utiliser la terrible Athena Exclamation. Pourtant, il a suffi à Régulus de vouloir devenir plus fort pour déclencher une attaque d'une ampleur 4 fois supérieure. 4 Athena Exclamation. Face à une puissance pareille, il devient vite énervant, surtout qu'à chaque fois qu'il prend une branlée, il se dit « bah je dois devenir plus fort », et devient intouchable. On dirait un peu le développement des personnages dans DBS. Malgré cela, son caractère et ses combats restent, et il en devient un personnage attachant et stylé. Mais ce côté cheaté le rend impossible à mettre dans un top 3. Manigoldo est lui, le chevalier du cancer, et autant dire que par rapport aux occurrences des porteurs de cette clause, Manigoldo leur met une vitesse. Déjà petit, il possédait une fascination pour la mort, et a été récupéré par Sage sur le bord de la route. Mais c'est bien plus tard que l'on découvrira vraiment son caractère cynique. Il viendra en aide à Tenma dans la forêt de la mort en affrontant dans un super combat le spectre qui y foutait le bordel. Mais c'est bel et bien après ce combat qu'il va entrer dans les mémoires. Il pop face à Hypnos et Thanatos, qui le prennent pour un vulgaire insecte. Mais il va leur montrer dans un des meilleurs affrontements de l'œuvre que les mortels peuvent renverser des dieux. Ça plus sa relation avec le grand pop Sage, son maître, ont suffi à faire passer Manigoldo dans une autre dimension à mes yeux. Que ce soit son caractère qui est parmi le plus fun des Gold, son charisme et surtout la sympathie qu'il procure dans sa dernière scène avec Shion, c'est juste du pain béni. Sisyphe est le chevalier du Sagittaire, et étant le signe zodiaque de Masami Kurumada, il était évident que son rôle serait majeur. C'est lui qui a trouvé Sacha dans son village d'enfance, et qui l'a ramené au sanctuaire afin qu'elle joue le rôle de déesse qui est le sien dans la guerre à venir. Et Sisyphe l'a fait par devoir, et culpabilise d'avoir mêlé cette petite fille à tout ça. Il nous est présenté comme un simple plus âgé et mûr, il assume le rôle de guide qui est le sien de bien des manières. Tout d'abord en confrontant Eak dans le choc de leurs philosophies respectives sur ce qu'un chef doit être pour ses hommes. Mais on va être honnête, ce qui fait de Sisyphe ce qu'il est, c'est qu'il est dévoué corps et âme à sa cause, allant jusqu'à offrir ses yeux et littéralement son propre cœur arraché de sa poitrine pour aider ses compagnons à avancer sains et saufs. Sisyphe, c'est le daron qui protégera toutes les jeunes pousses qui l'entourent jusqu'à son dernier souffle. Et sa pureté le rend tellement badass malgré lui que cette deuxième place n'est pas volée. Mais mon gold préféré est un chevalier au charisme et à l'histoire plus profonde. J'ai nommé Deutéros, le chevalier intérimaire des Gémeaux. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué Aspros, mais Deutéros, son frère cadet, a grandi avec une muselière comme un rebut du sanctuaire, et n'a pourtant jamais cessé de s'entraîner pour honorer son frère. Cela l'a conduit à être utilisé comme un outil par Aspros, qui a changé à cause de Yoma. Toutefois, Deutéros s'est libéré de sa condition, et a sacrifié tout ce qu'il avait en tuant son frère pour le bien du sanctuaire, qu'il a pourtant toujours traité comme une merde. Et pourtant, maintenant que l'armure est à lui, Deutéros s'est exilé dans un volcan en attendant son heure. Il n'est pas le chevalier des Gémeaux, il n'est qu'un remplaçant. Il sauvera Doko et lui offrira le sang d'Athéna, afin d'aider ses camarades pour la guerre. Il revêtira l'armure des Gémeaux uniquement pour permettre au chevalier d'arriver jusqu'à Hadès en confrontant son frère et en donnant sa vie pour le ramener dans le droit chemin, lui rendant ainsi son armure. Toute sa vie, Deutéros n'a vécu que pour les autres, pour le bien et pour son frère, refusant la gloire et le pouvoir qui s'offraient à lui. Et ça le rend tellement stylé, sans parler de sa maîtrise de la lave qui est un plus par rapport au pouvoir des Gémeaux classiques. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Son combat, sa présence telle une ombre salvatrice sur l'histoire et son histoire tragique en font mon saint préféré de The Lost Canvas. Et vous? Quels sont vos golds préférés de Lost Canvas? Dites tout ça en commentaire, et en attendant j'espère que ce nouveau top vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.